C'est parti pour le corrigé du contrôle, première question du premier exercice. Il s'agissait de trouver toutes les primitives de la fonction f définie par 5x² plus 3x moins 1. Alors les primitives, c'est ces fonctions qu'on note souvent avec une lettre majuscule, donc ici grand F. Le 5 qui est en facteur d'une expression avec des x reste, et le x², formule à connaître, devient x3 sur 3. Plus 3x, même chose, le 3 va rester, et le x devient x² sur 2. Et le moins 1, bien sûr, devient moins 1x, ou moins x directement. Ça, c'est une des primitives de la fonction petit f, mais comme on veut toutes les primitives, il faut rajouter plus k, k étant une constante réelle. Et c'est un peu plus joli de le noter comme ça, avec des constantes directement devant x au cube, x², etc., donc sous forme de fraction. Dans la question 2, on utilise la même fonction petit f, donc on va utiliser les mêmes primitives grand F, et il s'agit de trouver laquelle de ces primitives s'annule en 6. Donc on cherche bien une primitive grand F qui s'annule en 6, c'est-à-dire lorsque x, on le remplace par 6. Il n'y a qu'à faire ça. Maintenant, on connaît la fonction grand F de x, donc on va remplacer dans grand F le x par 6, ça devient 5 tiers fois 6 au cube, plus 3 demi fois 6 au carré, moins 6 plus k. Donc la seule lettre qu'on ne connaît pas maintenant, c'est le petit k. Ça tombe bien, parce que c'est ce petit k qu'on va devoir fixer pour trouver l'unique primitive parmi l'infinité de primitives quand on fait varier k. Et tout ça, donc, ça doit être égal à 0, puisque ça doit s'annuler en 6. On calcule les multiplications, on obtient donc k égale 6 moins 360 moins 54, c'est-à-dire k égale moins 408. Il ne reste plus qu'à écrire la réponse, c'est-à-dire l'unique primitive qui était cherchée. Donc f de x est bien égal à 5 tiers de x au cube plus 3 demi de x², moins x, et le plus k qui devient moins 408. Allez, question 3, pour résoudre cette équation différentielle, on transforme déjà le 3y' moins 6y égale 0 en une équation qui ressemble à ce qu'il y a dans la leçon. Donc on peut déjà écrire que 3y' égale 6y, et puis on peut encore diviser par 3 pour écrire l'équation sous la forme y' égale 2y, et on reconnaît donc une équation de la forme y' égale ay, avec ici a égale 2. C'est direct, d'après la leçon, les solutions sont les fonctions de la forme y de x égale c exponentielle ax, c'est-à-dire ici c exponentielle 2x, et c, un peu comme le k tout à l'heure, est une constante réelle. Dans la question 4, on a une équation différentielle un petit peu plus compliquée, et il s'agit de vérifier que la fonction h, ici, moins x moins 1 facteur de exponentielle x, est bien une solution particulière de cette équation différentielle. Qu'est-ce qu'une solution d'une équation différentielle ? Il suffit de vérifier que si je remplace y par cette fonction h là dans l'équation, c'est bien égal. Quand on veut vérifier que des choses sont égales, on ne remplace pas directement dans l'égalité, parce que justement, on ne sait pas encore si ça va être égal, donc il faut faire séparément les choses, un peu comme quand on fait la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc calculer d'une part en remplaçant dans le membre de gauche, on va calculer la dérivée de la fonction h, et d'autre part en calculant dans le membre de droite, en faisant 2 fois la fonction h plus x exponentielle x. On commence avec la dérivée de la fonction h, qui est sous la forme u fois v. La dérivée va donc être u' v plus v' u. Comme toujours, quand il y a de l'exponentielle, on met l'exponentielle en facteur. Donc ça nous donne exponentielle x facteur de moins 1 moins x moins 1, ce qui nous donne exponentielle x facteur de moins x moins 2. Ça, c'était le membre de gauche de l'équation différentielle. Passons au membre de droite. 2 fois h, c'est-à-dire 2 fois moins x moins 1 exponentielle x, plus x exponentielle x. Même chose, on va mettre l'exponentielle en facteur. Qu'est-ce qu'on a ? On a 2 fois moins x moins 1, c'est-à-dire moins 2x moins 2, et on a plus x, ce qui nous donne ça. On réduit dans la parenthèse.
Ça nous fait, alors, moins 2x plus x, ça fait moins x, moins 2. On récapitule, dans le membre de gauche, on a trouvé ça, dans le membre de droite, on a trouvé ça. Donc on a bien la même chose dans les deux membres quand on remplace par h. h est donc bien solution de l'équation différentielle E. Et maintenant, on va pouvoir résoudre l'équation différentielle E, donc qui est de la forme y' égale AY plus une fonction U de x, avec A ici qui est égal à 2, et U qui est égal à x exponentielle x. Les solutions d'une telle équation différentielle sont les fonctions y de x de la forme. Alors premièrement, toutes les solutions de l'équation homogène. Ce qu'on appelle l'équation homogène, c'est l'équation sans le u, c'est juste l'équation y' égale AY. Donc y' égale 2y, c'est exactement l'équation différentielle dont on a donné les solutions dans la question 3. C'est-à-dire c exponentielle 2x avec c, comme d'habitude, une constante réelle. Donc ça, c'est les solutions, c'est toutes les solutions de l'équation différentielle s'il n'y avait pas ce plus u dans l'équation différentielle. Mais quand il y a plus u, il faut rajouter ce qu'on appelle généralement y0, donc une solution particulière, n'importe quelle solution en fait de l'équation. Et il se trouve que nous, on en a une de solution particulière, c'est la fonction h, avec laquelle on a travaillé dans la question 4. Et on a donc bien trouvé toutes les solutions de l'équation différentielle, les voici. Pour vérifier si une fonction g est paire ou impaire, parce que c'est ça qu'on demande ici, la parité d'une fonction, c'est savoir si elle est paire ou impaire, il n'y a que deux possibilités. Soit on calcule g de moins x et on trouve que ça redonne la fonction de départ, enfin l'expression de départ g de x. Ça nous donne une fonction paire, donc dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ou alors, lorsqu'on calcule g de moins x, on obtient moins g de x. Et quand on a ça, on a donc une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, ça s'appelle une fonction impaire. Alors j'ai dit qu'il n'y a que deux possibilités, c'est pas vrai, il y en a une troisième, c'est si ça donne ni g de x ni moins g de x, c'est une fonction qui est rien du tout, ni paire ni impaire. Pour que la courbe d'une fonction soit symétrique, que ce soit symétrique axiale ou centrale, il faut déjà que son domaine de définition soit symétrique. Comme ici c'est défini sur R, pas de souci. Et on va pouvoir directement donc calculer g de moins x. Qu'est-ce que c'est g de moins x? On remplace x par moins x. Donc là, il faut mettre moins x, et là, il faut mettre moins x. Ça donne ça, on fait bien attention au signe moins, c'est pas toujours évident. Donc là, dans le cosinus, on a moins 3x. Ici, on a moins 2 fois, alors moins x au carré, ce moins là qui est au carré, puisqu'il est au carré, justement, il dégage, et ça fait moins 2x carré. Ensuite, on sait que la fonction cosinus, elle, est une fonction paire, donc cosinus de moins 3x, c'est pareil que cosinus de 3x, et on retrouve très exactement la fonction g qui est définie au-dessus, donc tout ça, c'est égal à g de x. Et puisque ce qu'on vient de faire là, g de moins x égale à g de x, est valable pour tout x, parce qu'on n'a pas pris de valeur particulière pour x, c'est donc valable pour tout x réel, on peut conclure que la fonction g est une fonction paire. Dans la question 7, il faut résoudre une équation avec du sinus dedans. On essaye toujours de se ramener à sinus égale quelque chose ou cosinus égale quelque chose. Donc là, le premier réflexe, déjà, c'est d'écrire que 2 fois sinus x est égal à moins racine de 3. Et puis on divise par 2, donc sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, ça là, c'est une valeur connue, une valeur remarquable du cercle trigonométrique. Et ça, c'est par cœur. Il faut que dans le cercle trigonométrique, bon déjà, il faut savoir que le sinus, c'est celui-ci. L'autre axe, c'est l'axe des cosinus. Alors quand j'écris sinus et cosinus, comme ça ne veut pas dire grand-chose. C'est sinus x et cosinus x, x étant l'angle en radian qui se trouve là. Donc le cosinus, c'est l'abscisse, ou la longueur là, qui correspond au point ici. Et l'ordonnée de ce même point là qui se trouve sur le cercle trigonométrique, ça nous donne le sinus de x. Nous, on veut que le sinus il soit égal à moins racine de 3 sur 2. Bon, ça c'est du par cœur. Il faut savoir que moins racine de 3 sur 2, ça correspond à deux angles particuliers. L'angle de moins pi sur 3 et l'angle de moins 2 pi sur 3.
On vérifie que ces deux solutions sont bien sur l'intervalle proposé dans la question, là, donc l'intervalle qui va de moins pi à pi. Et on peut maintenant écrire l'ensemble des solutions, il n'y en a que 2. Si on t'avait demandé toutes les solutions sur R et pas simplement sur l'intervalle qui va de moins pi à pi, il aurait fallu dire qu'il y a moins pi sur 3, mais qu'il y a aussi moins pi sur 3 plus 2pi, puis qu'il y a aussi moins pi sur 3 plus 4pi, il y a aussi moins pi sur 3 moins 6pi, etc. Donc rien que pour cette valeur-là, on aurait eu en fait une infinité de réponses, en rajoutant ou en enlevant des tours de cercle, et pour celle-ci aussi, on aurait eu une infinité de réponses. Question 8, c'est directement de la leçon. On a une variable aléatoire y dont on connaît l'espérance et dont on connaît la variance. L'espérance de 3y, c'est 3 fois l'espérance de y, directement une formule de la leçon, c'est-à-dire c'est 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Pour la variance, c'est un peu différent. Quand on veut sortir le 3 de la variance, il faut le mettre au carré. Donc ça fait 3 au carré fois la variance de y. La variance de y, on a dit que c'est égal à 4, c'est dans l'énoncé. 3 au carré, ça fait 9 fois 4, 36. Enfin, on a le même type de formule pour l'écart-type, noté sigma. C'est valeur absolue de 3 fois écart-type de y. Valeur absolue de 3, pas de problème, c'est 3. Attention, on ne connaît pas l'écart-type de y, mais si on connaît la variance, on sait que l'écart-type de y, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire c'est la racine de 4, c'est-à-dire 2. 3 fois 2, 6. Autre méthode plus simple, je vous ai déjà dit que c'est pas tellement obligatoire de retenir les formules sur les écarts-types, puisque si tu veux l'écart-type de 3y, il suffit de faire la racine de la variance de 3y, et la variance de 3y, on vient de dire que c'est égal à 36, là, juste avant. Donc racine de 36, on retrouve bien entendu le 6. C'est un peu le même type de question pour la numéro 9, sauf que cette fois-ci, on a une variable x dont on connaît l'espérance, 6, et l'écart-type 2, cette fois-ci. Attention, c'est pas la variance, c'est l'écart-type. Et on va calculer sur les variables aléatoires somme et moyenne. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire S10 ? Ça veut dire qu'on considère la variable aléatoire somme de 10 variables aléatoires identiques à x, et 10 variables aléatoires identiques et indépendantes à x, ça s'appelle un échantillon de taille 10. Donc il s'agit là de la variable aléatoire somme d'un échantillon de taille 10 de la loi de x. Là aussi, c'est directement une formule de la leçon. Si on peut espérer avoir 6 pour x, qu'est-ce qu'on peut espérer quand on fait 10 fois la somme de x ? Bien entendu, on aura 10 fois l'espérance de x, c'est-à-dire 10 fois 6, et ça fait 60. Dans la suite, j'étais un peu méchant parce que j'ai mélangé des variables aléatoires moyennes avec des variables aléatoires sommes. C'est un peu difficile de retenir toutes ces formules qui se ressemblent et qui se mélangent. Donc attention. S400, on a compris, c'est la somme de 400 variables aléatoires qui suivent la même loi que x. Donc c'est la variable aléatoire somme d'un échantillon de taille 400 de la loi de x. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce M100 là ? C'est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 100 de la loi de x, c'est-à-dire qu'on va faire un S100, c'est-à-dire la somme de 100 variables aléatoires identiques, mais divisé par 100 pour en faire la moyenne en fait de tous ces 100 résultats. Et là, c'est direct, c'est la variance de x divisé par n. n ici est égal à 100. Attention, la variance, c'est pas 2. On vous donne l'écart-type là dans l'énoncé. Donc la variance, c'est le carré de l'écart-type. C'est égal à 4, pour que racine de la variance soit bien égale à 2. Et 4 divisé par 100, ça nous donne 0,04. Enfin, même chose, formule à retenir par cœur. L'écart-type de S400, c'est la racine de n, c'est-à-dire ici la racine de 400, fois l'écart-type de x. Ça fait 20. L'écart-type, il est donné dans l'énoncé, ça fait 2. On obtient 40. Dans la question 10, on va s'occuper tout d'abord de la définition de cette première fonction sim1. Parmi vous, il y en a qui m'ont dit qu'on répétait 1000 fois quelque chose. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas écrit for i in range quelque chose là, non, il y a juste écrit si on choisit un entier aléatoirement entre 1 et 1000 et que cet entier est inférieur ou égal à 40, alors ça renvoie 1, sinon ça renvoie 0. Donc vous avez une simple fonction
qui vous renvoie soit 1, soit 0. Et ça, clairement, ça simule une loi de Bernoulli. Et il y a un seul paramètre à donner pour la loi de Bernoulli, c'est P, c'est-à-dire suivant quelle probabilité la variable aléatoire de Bernoulli prend la valeur 1. Bah ça, c'est écrit là. Quand le nombre choisi aléatoirement entre 1 et 1000, il est plus petit ou égal à 40, ça renvoie 1. C'est-à-dire que 40 fois sur 1000, ça va fonctionner. Bien sûr, on simplifie, ça fait 4 sur 100 et ça fait 0,04. Donc en fait, sim1, ça simule une loi de Bernoulli de paramètre 0,04. Maintenant, on va étudier la fonction sim2. On a un petit compteur s là qui est égal à 0. Et là, par contre, on fait for i in range 500. Ça veut dire qu'on va répéter 500 fois la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette même chose qu'on répète? Le compteur s qui pour l'instant est égal à 0, on lui rajoute sim1. Qu'est-ce que c'est sim1? C'est la fonction qu'on vient de détailler qui vaut soit 1, soit 0 quand on l'utilise. Donc on va utiliser 500 fois cette fonction sim1 et la rajouter à la variable s qu'on avait initialisée à 0. Donc ce s à la fin, quand on a terminé de faire 500 fois la boucle, le s qu'on va renvoyer, il va prendre une valeur entre 0 et 500. 0 si à chaque fois le sim1 a donné 0, 500 si à chaque fois le sim1 a donné 1, et de façon plus probable, je sais pas, quelque chose entre 0 et 500. Je sais pas, ça va donner par exemple 200, si 200 fois sur les 500 ça a donné 1, et donc 300 fois ça a donné 0. En tout cas, qu'est-ce que c'est sim2 quand on simule comme ça 500 fois la même loi de Bernoulli? Bien sûr, c'est une loi binomiale. Attention, pour la loi de Bernoulli, il y a un seul paramètre. Pour la loi binomiale, il y a deux paramètres. Bien sûr, P, c'est toujours 0,04. Mais cette fois-ci, il ne faut pas oublier le paramètre n, qui est le nombre de fois où on répète Bernoulli. C'est évidemment 500. Question 11, c'était en bonus parce que c'est pas du tout au programme. Il faut savoir qu'une fonction sinusoïdale, elle est de la forme i de t égale... Alors, je l'appelle i parce que là, dans l'énoncé, c'est appelé i, mais la fonction, on l'appelle comme on veut. A, sinus ou cosinus, pulsation fois la variable, plus phase à l'origine. Il n'y a donc plus qu'à reconnaître ici que l'amplitude, c'est 5, que ce qui est devant le t, le oméga, attention, il est ici le t1, donc le oméga, c'est bien pi sur 7, ça c'est la pulsation. Et la phase à l'origine, celui qui ne multiplie pas la variable, qui est tout seul, où il n'y a pas de t, c'est 3pi sur 7. Il y a une formule qui nous donne directement la période, c'est 2pi sur oméga, c'est-à-dire 2pi sur oméga, on vient de le dire, c'est là, c'est pi sur 7. Et divisé par pi sur 7, ça revient à multiplier par 7 sur pi. Les pi se simplifient et on trouve 14 pour la période. Un peu la même question ici, sauf qu'on le fait graphiquement à la place de le faire algébriquement. L'amplitude, ça n'est pas ça. L'amplitude, c'est ça. Et ici, ça fait donc par lecture graphique 3,5. Deuxième lecture graphique facile à faire, on se dit que la période c'est ça, parce qu'il y a ça qui se répète à chaque fois, mais non, si c'est ça qui se répétait à chaque fois, ça ressemblerait à ça. Donc pour les périodes, je vous conseille vraiment d'aller d'un sommet à un sommet, et on compte 1, 2, 3, 4. Ensuite, toujours la même formule qui nous relie la pulsation avec la période, c'est 2pi sur l'autre. Donc ici, on a juste à faire 2pi sur 4, qu'on vient de trouver juste au-dessus, c'est-à-dire pi sur 2, en simplifiant. On obtient donc la formule suivante, comme d'habitude, amplitude. Alors attention, là on peut mettre sinus ou cosinus. Moi j'ai choisi sinus parce que, vu que la fonction ici passe par l'origine du repère, comme la fonction sinus, je trouvais plus logique d'y mettre un sinus. Mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez mettre un cosinus. Sinus de quoi? Sinus de pulsation fois t, plus phase à l'origine. Et bien sûr, c'est la phase à l'origine qui nous manque maintenant. Et pour trouver ce phi, on va utiliser une espèce de condition initiale. On va prendre un point sur la courbe, pas n'importe où en fait. Parmi vous, vous êtes plusieurs à avoir pris l'origine, avoir remplacé donc t par 0 et avoir dit que u de 0 doit être égal à 0. Ça va vous donner une équation d'inconnu phi et vous allez voir si vous faites ça qu'à la fin, vous avez deux possibilités pour phi, et ça ne nous arrange pas, parce que nous, on ne sait pas laquelle des deux il faudra choisir. Alors il fallait choisir un autre point, et ça marche bien si vous choisissez les sommets, en fait, de la sinusoïde. Donc là, par exemple, on a un point qui nous dit que u de 1 est égal à moins 3,5. u de 1, tac, 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 est égal à moins 3,5. Et on remplace. Qu'est-ce que ça donne, u de 1? Ça fait 3,5 fois sinus de... pi sur 2 fois
1, c'est-à-dire pi sur 2, plus phi. Et tout ça, ça doit nous donner moins 3,5, d'après le point sur la courbe. On simplifie par 3,5 des deux côtés, et on cherche maintenant pour quelle valeur le sinus nous donne moins 1. Encore une fois, il faut connaître par cœur son cercle trigonométrique. Sinus moins 1, c'est ici. Ça veut dire qu'on est au niveau du moins pi sur 2. Donc cette valeur-là, pi sur 2 plus phi, elle est forcément égale à moins pi sur 2. On obtient phi égale moins pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire moins pi. Alors c'est valable évidemment à 2 pi près, puisque toutes les fonctions sinusoïdales sont 2 pi périodiques, donc on peut mettre aussi plus pi par exemple, c'est pareil. Et on n'a plus qu'à remplacer dans l'expression de la fonction. Voilà. Exercice numéro 2, on désigne par Q de t la température de t donc en fonction du temps d'un objet à l'instant t. Attention, c'est exprimé en heures, ça nous servira plus tard. À l'instant t égale 0, cet objet est de 100 degrés et il est placé dans une salle à 20 degrés. Donc là, on a déjà une information, on nous dit que Q de 0 est égal à 100. La température à l'instant 0, elle vaut 100 degrés. On utilise la loi de refroidissement de Newton qui est détaillée dans l'énoncé. La vitesse de refroidissement Q', donc vous savez que quand on dérive quelque chose, on a la vitesse du quelque chose. Donc ici, Q désigne une température, donc Q' désigne la vitesse avec laquelle évolue la température. Cette vitesse de refroidissement, elle est proportionnelle à la différence entre la température et celle de la salle. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que c'est proportionnel? Ça veut dire que Q' de t va être égal à quelque chose fois quelque chose. C'est ça la proportionnalité. Et on dit que c'est proportionnel à la différence entre la température de l'objet et celle de la salle. La différence entre la température de l'objet et celle de la salle, dont on vous dit qu'elle est à 20 degrés. Quel est le coefficient de proportionnalité qui se cache ici? C'est écrit là, c'est le coefficient de refroidissement. C'est moins 2,08. Voilà, j'ai réécrit proprement parce que c'était pas beau. Et là, on a simplement traduit l'énoncé. J'ai rien inventé, il n'y avait rien à comprendre finalement que de lire correctement l'énoncé et de le réécrire mathématiquement. Mais il faut montrer que ça équivaut à ceci. Il n'y a plus qu'à développer. Et comme par hasard, quand on développe, on tombe exactement sur l'équation de la question 1. Maintenant qu'on a réussi à trouver l'équation de la question 1, il faut comprendre qu'il s'agit d'une équation différentielle. Effectivement, il y a Q' à gauche et il y a Q à droite qui sont des fonctions. Et une équation qui relie une fonction et sa dérivée, ça s'appelle une équation différentielle. C'est exactement de la forme Q' égale AQ plus B, directement une des formes d'équations différentielles dont vous avez les solutions dans la leçon. Et les solutions sont de la forme Q de t égale C exponentielle AT moins B sur A. Ça c'est direct, c'est une formule à connaître. Et dans cet exercice, on a le petit a là qui vaut moins 2,08 et le petit b qui vaut 41,6. Il n'y a plus qu'à appliquer la formule de la leçon. Ça nous donne directement ça. On simplifie un peu et on obtient c exponentielle moins 2,08t plus 20. On n'oublie pas de préciser que ce c est une constante réelle. Et là, on vient donc de trouver toutes les fonctions q de t qui sont solutions de cette équation différentielle. Attention, il ne vous demande pas de trouver toutes les solutions, il vous demande de trouver l'expression de Q de t. Soi-disant, donc, on peut trouver vraiment la valeur de la constante C à l'aide d'une information de l'énoncé. L'information, la voilà. Il nous faut ce qu'on appelle une condition initiale pour trouver la constante dans les solutions d'une équation différentielle. Et c'est exactement ce qu'on a fait comme tout à l'heure dans la question 2 du premier exercice. On a une condition initiale, donc qui nous dit que Q de 0 égale 100, ça signifie que si je décide de remplacer t par 0, je sais que le résultat de l'expression obtenue doit être égal à 100. Voilà ce que ça donne en remplaçant t par 0. Exponentielle de 0, ça nous fait 1. On obtient donc c plus 20 égale 100, ce qui nous donne bien entendu c égale 80. Et finalement, on obtient donc la fonction température, la Q de t, qui est égale à 80 exponentielle moins 2,08t plus 20. On a remplacé la constante par 80. Et là, il n'y a plus aucune inconnue là-dedans, on connaît parfaitement la fonction. T n'est pas une inconnue, c'est la variable de la fonction. Pour les deux questions suivantes, il va falloir étudier cette fonction qu'on vient d'obtenir. Alors je l'ai réécrite là pour l'avoir sous les yeux.
Troisième question, on nous demande le sens de variation de la fonction q. Quand on vous demande le sens de variation de quelque chose, évidemment qu'il faut trouver la fonction dérivée. Et là, si on calcule la fonction dérivée, alors je passe tous les calculs, c'est pas très dur à faire, mais on va trouver une fonction qui sera strictement négative. Et donc la fonction q sera strictement décroissante. D'ailleurs, l'énoncé dit strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi pas sur R en entier? Parce qu'en fait, la fonction est définie sur R. C'est juste parce que, n'oublions pas que t, c'est le temps, et que le temps, il commence à 0. Hein. On déclenche le chrono à 0. Donc ça voudrait rien dire que t soit défini sur l'ensemble des nombres négatifs. Alors en fait, il y avait plus rapide. On a vu dans le programme de première que toutes les fonctions de la forme exponentielle kx, si k est positif, c'est forcément des fonctions croissantes. Et exponentielle kx, si k est négatif, c'est forcément des fonctions décroissantes. Bah ici, justement, on a un moins 2,08 qui est négatif, donc la fonction exponentielle moins 2,08t est forcément une fonction décroissante. Le fait de la multiplier par 80 ne change rien à sa croissance. Le fait d'ajouter 20 ne change rien à sa croissance. Et donc par somme et produit de fonctions de référence, on pouvait dire directement, en expliquant ça un petit peu comme ça au feeling, que la fonction est forcément strictement décroissante. Mais en fait, c'est très logique, puisqu'on est en train de placer un objet à 100 degrés dans une pièce à 20 degrés. Alors me dites pas que la température va augmenter. Évidemment que la température de l'objet, elle va se rapprocher de la température de la pièce, 20 degrés. Mathématiquement, se rapprocher de 20 degrés, ça veut dire que la limite en plus l'infini, quand le temps se rapproche de l'infini, va être égal à 20. Ça se calcule assez directement. Il faut déjà calculer la limite de exponentielle moins 2,08t. Alors attention, il ne faut pas aller trop vite. T, ça tend vers plus l'infini. Si on le multiplie par un nombre négatif, ça tend donc vers moins l'infini. Et par composition, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Je vais un peu vite, ça mérite certainement d'être détaillé un peu. Mais par produit, le fois 80 là n'y change rien, et donc la limite de 80 fois l'exponentielle est également égale à 0. Et enfin par somme, en rajoutant le plus 20, on trouve bien que la limite de q de t lorsque t se rapproche de l'infini est égale à 20. Logique, quand on met un objet dans une pièce à 20 degrés, ça va se rapprocher de 20 degrés au bout d'un moment. Et c'était ça l'interprétation du résultat qui était demandée. Ensuite, question 5, il s'agissait de calculer la température de l'objet après 20 minutes. Alors vous êtes quelques-uns quand même à avoir calculé Q de 20. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire, mais avec la bonne unité, s'il vous plaît. Donc attention, dans l'énoncé, il était écrit que T doit être converti en heures. Attention, donc 20 minutes, et c'est 1/3 d'heure. On remplace et on obtient à peu près 60 degrés. Et idem au bout de 30 minutes. 30 minutes, c'est une demi-heure, donc il fallait calculer l'image de 1/2. On trouve environ 48 degrés Celsius. Enfin, dernière question que je trouve intéressante, et surtout ça nous permet d'utiliser le logarithme népérien. Il faut trouver au bout de combien de temps la température de l'objet, elle atteint 30 degrés. La température de l'objet, ça s'écrit Q de T, et on veut savoir à quel moment ça devient égal à 30 degrés. Voilà l'équation qu'il faut résoudre. On obtient cette équation-là. Comme d'habitude, quand on a une exponentielle, on va penser à passer au logarithme népérien pour contrer l'exponentielle, disons. Mais avant ça, il faut balancer toutes les constantes là de l'autre côté. On fait moins 20 des deux côtés. Et on obtient ça. On divise par 80 des deux côtés. Et c'est là qu'on doit utiliser la fonction logarithme. On a le droit, c'est directement une formule de la leçon, on a le droit, quand deux nombres sont égaux, de dire que le log du premier est égal au log népérien du deuxième. Ça nous donne donc logarithme népérien de exponentielle moins 2,08t égale logarithme népérien de 1/8. Bien sûr, le log et l'exponentielle, c'est pour ça qu'on l'a fait, s'annulent l'un l'autre. On obtient moins 2,08t égale logarithme de 1/8, et on divise par moins 2,08. On obtient donc logarithme de 1/8 divisé par moins 2,08. On peut arranger un petit peu l'écriture de ça, notamment log de 1/8, c'est moins log de 8 par exemple. C'est un peu plus joli comme ça, mais à la calculatrice, on va trouver que c'est à peu près égal à 0,999, c'est-à-dire 1 heure. Et donc il faut à peu près 1 heure pour que l'objet qu'on met dans une pièce à 20 degrés atteigne la température de 30 degrés Celsius.
Exercice 3 maintenant, on a un paquet de cartes de 52 cartes. Le détail de ce qu'il y a dans un jeu de 52 cartes est rappelé dans l'énoncé. L'énoncé a l'air très très long, mais il n'y a que deux choses qui sont importantes. C'est qu'on va utiliser une variable aléatoire x pour compter les points en fonction de si la carte est un cœur, un trèfle ou autre chose. Et on va utiliser une variable aléatoire y pour compter les points qu'on obtient en tirant une carte, selon que la carte soit un As, un 2, un 3, un 4, un 5, un Roi, une Dame, etc. Et première question, il s'agit de donner les lois de probabilité de X et de Y. Et j'ai préparé ça. Une loi de probabilité, ça se donne le plus souvent sous la forme d'un tableau, sauf si la loi, c'est une loi binomiale ou une loi connue. À ce moment-là, on peut se contenter de dire X suit la loi binomiale de paramètres, blablabla. Mais ici, c'est pas du tout une loi binomiale, il n'y a pas, n fois la même expérience qui se répète. Non, on tire juste une carte. Donc il faut donner toutes les probabilités associées aux valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Alors allons-y. Si la carte est un cœur, on gagne 10 points. Et x, justement, c'est la variable aléatoire qui donne le nombre de points qu'on gagne en tirant une carte. Donc première possibilité, x peut être égal à 10. X est égal à 10 si on tire un cœur. Il y a un quart des cartes qui sont des cœurs, puisqu'il y a un quart cœur, un quart trèfle, un quart pique, un quart carreau. Donc un quart de probabilité que la variable aléatoire grand X soit égale à 10. De même, si la carte est un trèfle, on gagne 2 points. Donc pour que grand X soit égal à 2, là aussi, il y a une chance sur 4. Et enfin, dans les autres cas, c'est-à-dire pique et carreau, donc 2 chances sur 4, on perd 15 points. Donc attention, il ne fallait pas oublier le moins là devant le 15. Ensuite, on va maintenant regarder la valeur de la carte qui est tirée au sort pour en déduire le nombre de points notés Y qu'on va gagner en fonction de la valeur de la carte tirée au sort. Si la carte est une figure, on gagne 5 points. Donc première valeur que peut prendre la variable aléatoire Y, c'est plus 5, c'est le nombre 5. Et pour ça, il faut que ce soit une figure. Donc figure, c'est valet, dame ou roi. Donc il y en a 3 sur les 13 valeurs possibles. Alors c'est quoi ces 13 valeurs possibles ? C'est As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Ça fait 13 valeurs possibles pour la carte, et il y en a 3 sur les 13 en fait qui vous donnent une figure. Alors certains parmi vous ont écrit 12 sur 52, c'est exactement la même chose. Vous avez compté les 3 figures trèfle, les 3 figures cœur, les 3 figures, etc. Ça vous en fait 12 sur toutes les cartes. Mais évidemment que si on simplifie par 4, puisque c'est pareil pour les 4 couleurs, cœur, trèfle, pique, carreau, on obtient évidemment 3 sur 13. Ensuite, si la carte est un As, on gagne 2 points. Donc pour avoir 2 points, vous avez une chance sur 13, c'est d'avoir la hauteur As. Ensuite, si la carte est un 2 ou un 10, on gagne 1 point. Si c'est un 2 ou un 10, c'est que vous avez donc 2 possibilités sur 13. Si la carte est un 5, on ne gagne aucun point. 5, c'est une chance sur 13. Et enfin, dans les autres cas, il faudrait regarder toutes les cartes qui restent, mais on n'a qu'à utiliser le fait que la somme de toutes les probabilités doit donner 1, c'est-à-dire 13 sur 13. On a 3 plus 1, 4, plus 2, 6, plus 1, 7, et il nous reste forcément 6 treizièmes ici, et comme on perd un point, la valeur associée à y, ce sera moins 1. Voilà, c'est ça, c'est ces tableaux-là qu'on appelle loi de probabilité d'une variable aléatoire. Deuxième question, il nous faut calculer l'espérance de chacune de ces deux variables aléatoires. Donc espérance de x, ça c'est pas très dur, on fait à chaque fois la valeur prise par grand X fois la probabilité associée. On fait tous ces produits-là et on les additionne. Donc c'est la somme de tous les xi fois probabilité que x égale xi. Donc ici par exemple, ça nous fait 10 fois 1 quart pour la première colonne, plus 2 fois 1 quart pour la deuxième colonne, et moins 15 fois 2 quarts ou 1 demi, si tu veux, pour la dernière colonne. Et ça donnait moins 4,5. On fait pareil pour l'espérance de y, sur le même principe, 5 fois 3 tiers, etc. Et on trouve 1 tout pile. Ensuite, il faut calculer la variance de ces deux variables aléatoires-là. Donc la variance de x, il y a une formule qui est à connaître, c'est qu'il s'agit de l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Alors attention, le carré il n'est pas au même endroit dans les deux espérances, et ça change tout. Là ici, il faut calculer l'espérance de x carré. Qu'est-ce que c'est x carré ? C'est les mêmes valeurs que pour x, mais qu'on va mettre au carré. Donc il faut calculer non pas 10 fois 1 quart, mais 10 au carré fois 1 quart,
plus non pas 2 fois 1 quart, mais 2 au carré fois 1 quart, etc. Tu as compris. Donc là, il va falloir calculer moins 15 au carré. Attention, le moins est au carré également, fois 2 quarts. Mais on n'oublie pas la deuxième partie de la formule, et il faut retirer maintenant l'espérance au carré. L'espérance, c'est justement ce qu'on a calculé juste avant. Donc il faut retirer le carré de moins 4,5. C'est un peu pénible hein, comme formule, mais on va trouver exactement 118,25 pour la variance de x. Et de la même façon, pour la variance de y, on trouve environ 5,69. Je pense que ça vaut le coup hein, de s'entraîner à recalculer ça pour voir si tu as bien compris comment ça marche. Pas évident la variance. Alors ici, les écarts types sont pas demandés, hein, mais si tu veux par exemple l'écart type de x, il suffit de faire la racine carrée de la variance de x. Question 3, on nous demande d'exprimer la variable aléatoire z en fonction de x et y. Il est écrit qu'on nomme z la variable aléatoire qui compte le nombre de points total en utilisant et la couleur de la carte et sa hauteur, sa valeur. Donc il s'agit d'additionner les deux variables aléatoires x et y, tout simplement. Pour l'espérance de z, on va utiliser ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance mathématique. Et donc, quand une variable aléatoire s'écrit comme la somme de deux autres, on peut couper en deux, comme ça, l'espérance mathématique. Et donc dire que l'espérance de z, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs. Espérance de x, moins 4,5. Espérance de y, ça fait 1. Et on obtient moins 3,5 comme espérance de z. On a envie d'utiliser le même principe pour la variance de z et dire que on a le droit de dire que c'est la variance de x plus y. Alors ça oui, on a le droit, hein, on a juste remplacé z par x plus y, c'est sa définition. Mais est-ce qu'on a le droit de couper en deux la variance de cette façon-là? La réponse est oui et non. En fait, on a le droit de faire ça uniquement si x et y sont des variables aléatoires indépendantes. Et ça, c'est pas si évident que ça. Alors premièrement, il faut savoir ce que ça veut dire, des variables aléatoires indépendantes. Certains parmi vous m'ont dit que c'était des événements indépendants. Non, x et y, c'est pas des événements, c'est des variables aléatoires qui peuvent prendre différentes valeurs, justement, qui vous font certains événements. Par exemple, x égale 10 points, c'est un événement. X égale moins 15, c'est un autre événement. Mais x tout seul, ça veut rien dire, c'est pas un événement. X, c'est une variable aléatoire, elle peut prendre différentes valeurs. Et bien, x et y, c'est complètement indépendant, puisque quand vous prenez une carte, c'est pas parce que c'est un cœur que ça va être plus facilement un as ou un 10 ou un valet, puisqu'en fait, que ce soit un cœur ou que ce soit un trèfle ou que ce soit ce que vous voulez, vous avez exactement la même composition pour chacune des 4 couleurs du jeu. Donc c'était sous-entendu dans le contexte de l'exercice, mais il fallait quand même préciser qu'on a le droit de faire ça parce qu'il s'agit de variables aléatoires indépendantes. Sinon, attention, à la formule de découpage des variances, là, la linéarité de la variance, elle serait fausse. On remplace la variance de x, c'est 118,25. La variance de y, c'est à peu près 5,69. Alors attention, quand on remplace par une valeur approchée, c'est pas égal alors, ça devient environ. Ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment, hein, quand vous mettez des égales partout, là, alors que c'est pas égal. Hein, c'est des valeurs approchées, attention. Et ça fait environ 123,9, parce qu'il était demandé d'arrondir à un chiffre après la virgule. Ah oui, au fait, pourquoi je calcule la variance? Parce que c'était pas demandé, c'était demandé uniquement de calculer l'écart type. Mais comment on calcule l'écart type d'une variable aléatoire? Alors là, il n'y a pas de formule, hein, me sortez surtout pas une linéarité de l'écart type, ça marche pas. Pour calculer l'écart type, on fait la racine carrée de la variance de cette variable aléatoire. Donc voilà pourquoi on vient de calculer que la variance, elle est égale environ à 123,9. Ça nous donne 11,1 à peu près. Et maintenant, on joue à ce jeu 5 fois de suite. C'est quoi ce jeu? C'est de tirer une carte dans un jeu de cartes. Super le jeu. En tout cas, on le fait 5 fois de suite. Et on appelle ZK le nombre de points obtenus au kème tirage. Donc Z1, c'est pour le premier tirage. Z2 pour le deuxième tirage, etc. Z5 pour le cinquième tirage. Et on appelle S la variable aléatoire correspondant au nombre total de points obtenus à l'issue des 5 tirages. Évidemment que S, première question, enfin question 4, mais première question qui concerne la somme, va être égale au résultat Z1 plus Z2 jusqu'à Z5. Puisqu'il est écrit qu'on remélange entre les tirages, on sous-entend en fait que ces 5 variables aléatoires sont identiques mais indépendantes. Il s'agit donc bien d'un échantillon de taille 5 de la loi de Z. On répète 5 fois Z de façon identique et indépendante, et on en fait la somme.
5e question, il faut trouver l'espérance de cette somme que dans les premières questions, là j'avais noté S5 dans les questions de l'exercice 1. On utilise directement la formule de la leçon et c'est égal à 5 fois l'espérance de Z. L'espérance de Z, elle est égale à moins 3,5, ce qui nous donne une espérance pour la somme de moins 17,5. Bah c'est logique, si avec un tirage de cartes, on peut espérer environ moins 3,5, avec 5 tirages de cartes, les 5 espérances s'additionnent et on arrive à moins 17,5. Interpréter le résultat obtenu, ça veut juste dire que, en moyenne, quand on va faire 5 tirages de cartes et qu'on additionne tous les résultats de points obtenus, en moyenne, on aura à peu près moins 17,5 points. Maintenant, comment calculer l'écart type de cette variable aléatoire somme? Première façon, il y a une formule directement. La voici, nous notre n il est égal à 5, donc on peut dire que c'est racine de 5 fois l'écart type de z. Et on obtient à peu près 24,9. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous éviter de retenir des formules sur l'écart type, retenez uniquement les formules de la variance. La voici cette formule, et donc si vous voulez calculer la variance de la variable aléatoire somme, eh bien c'est égal à 5 fois la variance de la variable aléatoire dont on est en train de faire un échantillon, là, c'est-à-dire z ici, et la variance de z, on avait trouvé environ 123,9. Ce qui donne à peu près 619,5, et tu as compris, pour calculer l'écart type de S, on va faire la racine de V de S. Et bien entendu, alors j'écris pas le calcul, mais on va trouver la même chose. Donc deux méthodes, tu fais ce que tu veux. Ah, et fais pas comme moi, lis bien l'énoncé, comme on demande d'arrondir à l'unité, on va plutôt répondre 25. Et pour les deux dernières questions de l'exercice, on s'intéresse à grand M, une nouvelle variable aléatoire qui est définie ainsi, c'est-à-dire Z1 plus Z2 plus etc. C'était la variable somme des questions précédentes, divisée par 5. Donc bien sûr qu'on fait la moyenne de la somme S des questions précédentes, et vous êtes nombreux à m'avoir répondu à quoi correspond cette variable M, à la moyenne des 5 tirages de cartes. D'accord, mais on attendait un petit peu plus, puisqu'ici on est dans un exercice qui parle de variable aléatoire. Et j'attendais ce genre de phrase, donc la variable aléatoire M correspond à la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 5 de la loi de Z. Donc c'est le genre de phrase, je trouve, qu'il faut apprendre par cœur. On voit quand on lit ça dans une réponse que l'élève, le candidat, il a vraiment compris de quoi il parle. Et quand on a compris que c'est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de Z, on a compris que toutes les formules vont se ramener à espérance de Z ou variance de Z ou écart type de Z. Et justement, qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique de M? Directement, c'est vraiment une formule directe de la leçon, c'est la même espérance mathématique que la loi dont on est en train de faire un échantillon, c'est-à-dire l'espérance de Z qui était égale à moins 3,5. Ça, c'est quelque chose de très logique, puisque les 5 variables aléatoires là, de Z1 jusqu'à Z5, elles ont toutes la même espérance de moins 3,5. On les additionne et on divise par 5. Évidemment que ça va redonner la même chose. Et enfin, l'écart type de la variable aléatoire moyenne, là aussi on a deux possibilités. Soit on connaît les formules, on sait directement que pour un échantillon de taille 5, l'écart type de la variable aléatoire moyenne, c'est l'écart type de la loi dont on est en train de faire un échantillon, divisé par racine de n, ici, c'est-à-dire racine de 5. Ce racine de z, c'est celui qui vaut à peu près 11,1, et donc on trouve à la calculatrice... Alors si c'est, moi j'ai 4,98, mais comme c'est à l'unité près, de nouveau, il faut mettre 5. Même chose, si vous ne voulez pas retenir les formules des écarts types, vous retenez par contre les formules des variances. Et la variance de M, il faut savoir que c'est la variance de Z divisée par N, c'est-à-dire divisée par 5. Donc c'est à peu près 123,9 divisé par 5. On trouve à peu près 24,8 et bien entendu, pour avoir l'écart type, il suffit de faire la racine carrée de la variance qu'on vient de trouver. Et ça marche. Exercice 4, il s'agissait d'étudier une fonction qui contient du cosinus. C'est une fonction composée, elle est même doublement composée, puisque c'est le cosinus d'une fonction exponentielle, elle-même composée avec la fonction carrée. Première question, il faut trouver les limites, si elles existent, de cette fonction f en plus l'infini et en moins l'infini. Alors je vais aller très vite, ça mériterait de détailler un petit peu, mais que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini,
le x carré qui est là, vu qu'on met au carré, même si c'est moins l'infini, ça redevient plus l'infini. D'accord ? La fonction carré en moins l'infini et en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Mais maintenant, il y a un moins devant. Et donc ce moins x carré qui est là tend vers moins l'infini. Et puis maintenant, on fait l'exponentielle de tout ça. Donc finalement, on a... alors ça s'écrit pas, hein, ce que je vais écrire là, mais on est en train de faire exponentielle de moins l'infini. Et ça tend vers 0. Il faut connaître les variations de la fonction exponentielle. Et plus vous allez vers les négatifs, et plus la fonction exponentielle se rapproche de 0. Alors j'aime pas trop ce que je viens d'écrire là, c'est vraiment pour expliquer. Si tu veux vraiment la version propre d'écrire ça, tu vas voir le corrigé PDF là qui se trouve sur Classroom. Et enfin, on fait maintenant le cosinus de tout ça, c'est-à-dire le cosinus de 0. Et le cosinus de 0, c'est 1. Finalement, ces deux limites existent, que ce soit au départ en plus l'infini ou en moins l'infini, on a trouvé 1. Et au passage, j'aurais pu demander de traduire géométriquement ce que ça signifie. Quand en plus et en moins l'infini, on a une limite finie, on sait qu'on a déjà une asymptote horizontale d'équation y égale 1 en plus l'infini et en moins l'infini. Mais c'était pas demandé. Deuxième question, il s'agit de justifier la dérivabilité sur R de la fonction f. Et là, franchement, c'est une phrase qu'il faut sortir à tous les coups. Pourquoi une fonction, elle est dérivable ? En terminale, tu réponds toujours la même chose, c'est parce qu'elle est formée par des fonctions de référence qui elles-mêmes sont dérivables. Voilà, c'est direct, c'est une phrase bateau à apprendre par cœur. Et voilà, direct. Donc parce que toutes les fonctions de référence, on les a étudiées en seconde, en première, en terminale, on sait qu'elles sont dérivables maintenant. Et donc quand on a une fonction formée de ces fonctions-là, on a le droit de dire directement que c'est dérivable. Allons-y, on choisit un x donc dans ce domaine de dérivabilité, donc un x réel n'importe lequel, et on essaye de trouver f' de x. Alors on a une fonction f qui est sous la forme cosinus de u, donc u étant la fonction exponentielle de moins x carré, et on sait directement, c'est une formule à connaître, que f' va être égal, alors si c'était juste cosinus x, je vais quand même réexpliquer ça, si c'était juste cosinus x, sa dérivée ce serait moins sinus x, ça c'est à connaître par cœur. Mais comme ici on a cosinus de u, alors sa dérivée ça va être moins u', sinus de u, c'est-à-dire la même chose, mais on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de ce u là, qui remplace x. Et donc f' de x va être égal à moins u' de x fois sinus de u. Alors qu'est-ce que c'est sinus de u ? C'est sinus de exponentielle moins x carré. Voilà, on sait qu'il doit y avoir un moins devant. Et il me reste à trouver ça, là, cette fonction u' de x. Il n'y a donc plus qu'à dériver le exponentiel de moins x carré. On sait que la dérivée d'une exponentielle, ça change pas beaucoup, mais comme ici, de nouveau, en fait, c'est une composée dans la composée, la dérivée de exponentielle moins x carré, c'est moins 2x exponentielle de moins x carré. J'ai ressorti là devant l'exponentielle la dérivée du moins x carré. Alors elle n'est pas évidente, cette fonction-là, je pense qu'il faut y passer du temps pour comprendre un peu sa dérivée. J'ai pas été sympa là dans l'interro, j'avoue. Et ça nous donne donc cette expression-là pour la dérivée. Et bien entendu, quand on fait une dérivée, c'est pour en étudier le signe. Alors l'exponentielle qui est là, il n'y a pas de souci, ça va être positif. Le 2x qui est là, il ne va pas y avoir trop de soucis. Quand x sera négatif, ce sera négatif. Quand x sera positif, ce sera positif. Et ce qui va nous embêter, c'est ça, c'est le sinus. Tu sais que ça oscille entre moins 1 et plus 1. Donc a priori, on ne sait pas trop quel va être le signe de ce sinus-là. Et bien c'est l'objet de la question 3. Dans la question 3, il s'agit de démontrer cette inégalité qui se trouve là. Alors déjà, la première moitié de l'inégalité, dire que exponentielle de moins x carré est toujours positif, ça c'est immédiat. Une exponentielle, c'est forcément toujours positif. C'est même d'ailleurs strictement positif. J'aurais pu enlever le ou égal. Et maintenant, réfléchissons à l'autre moitié. On aimerait bien montrer que cette exponentielle, elle est tout le temps plus petite ou égale à 1. Mais x au carré, évidemment, ça, c'est toujours positif. Donc moins x au carré, c'est toujours négatif. Et l'exponentielle de moins x au carré, c'est-à-dire on est en train de prendre l'exponentielle de quelque chose de négatif, il faut connaître, voilà, la courbe qui passe ici par 1 de la fonction exponentielle. On sait que quand on est en train de prendre des x négatifs, la courbe de la fonction exponentielle ici, elle est toujours en dessous de 1. Et donc c'est direct, vous pouvez dire que exponentielle de moins x carré est plus petit ou égal à 1 d'après les variations connues de la fonction de référence exponentielle. Bien sûr, en regroupant ceci et ceci, on arrive à démontrer l'inégalité de la question 3.
Et en fait, cette inégalité, elle va nous servir à trouver les variations de f, question 4 maintenant. Donc on récapitule ce qu'on a dit. 2x, c'est pas très dur de trouver son signe, hein, ça sera parfois positif, parfois négatif, ça dépend de la valeur de x. Exponentielle de moins x carré, ça par contre, il n'y a pas de problème, c'est toujours strictement positif. Et maintenant le sinus là, c'est lui qui nous embêtait, on ne savait pas trop si ça allait être positif ou négatif, mais attention, on sait maintenant que l'exponentielle de x carré est toujours compris entre 0 et 1. Et cette exponentielle de moins x carré, on va en faire le sinus. Donc c'est comme si ce exponentielle de moins x carré, là, c'est comme si c'était un angle dont on allait calculer le sinus. Regardons ce qui se passe dans le cercle trigonométrique. On fait le sinus de quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Mais qui se sait 0 et 1 0, c'est l'angle qui est là. Vu qu'on sait que pi radian, ça se trouve là, donc c'est à peu près 3,14, bah on coupe ça en 3 pour avoir à peu près, alors je sais pas trop, hein, c'est pas précis mon dessin, mais là on a à peu près 1 radian. Et donc quand on dit que exponentielle de moins x carré se trouve entre 0 et 1, ça veut dire qu'on est sur ce morceau-là du cercle trigonométrique. Et qu'est-ce qui va se passer quand on en fait le sinus? Bah, au pire, le sinus il est égal à 0, et au mieux, le sinus il est égal à sinus de 1, là je sais pas trop combien ça fait, mais ce qui est sûr c'est que c'est compris entre 0 et 1, en tout cas c'est toujours dans la partie positive du sinus, ce qui signifie que tout ça, la sinus de exponentielle de moins x carré, c'est forcément quelque chose de positif. Alors dans l'énoncé, c'était pas précisé si on faisait des angles en degrés ou en radians, mais si on fait 1 degré, c'est encore pire, hein, ça va être vraiment tout petit, et en tout cas, ça sera toujours dans la partie positive du sinus. Récapitulons avec le tableau. Comme d'habitude, pour trouver le signe de f' de x, on va décomposer donc ce produit, il faut toujours factoriser si jamais c'est pas sous la forme d'un produit, là ça l'est. On va décomposer ce produit en ces différents facteurs, donc il y a 2x, il y a exponentielle de moins x carré, et il y a ce fameux sinus de exponentielle de moins x carré. Et on va commencer par 2x, là dans la première ligne. 2x, c'est du même signe que x, c'est-à-dire que quand x est négatif, 2x est négatif, quand x est positif, 2x est positif, et bien sûr ça fait 0 quand x est égal à 0. Exponentielle de moins x carré, deuxième ligne, c'est une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Et enfin, le sinus de exponentielle de moins x carré, on a dit que c'était toujours positif. Est-ce qu'il faut mettre peut-être un 0 quelque part? Le seul moyen que le sinus soit égal à 0, ce serait d'avoir un angle qui est lui-même égal à 0, et c'est pas possible, puisque exponentielle est strictement positive, donc ça ne vaudra jamais 0. Donc c'est même pas la peine de mettre un 0 dans cette ligne. En tout cas, grâce à la règle des signes, on va maintenant déduire que moins plus en multipliant tout ça, ça fait moins, plus ça fait plus. On n'oublie pas le 0 ici, pour dire que la dérivée s'annule en 0. Et bien sûr, les variations de f sont maintenant pas très dures à trouver. On sait que c'est décroissant puis croissant. On avait trouvé les limites en moins l'infini et en plus l'infini qui était égal à 1. Et il n'y a plus qu'à calculer la valeur en 0. Comme d'habitude, attention, comme on travaille depuis un petit moment sur la dérivée, faut pas oublier de remplacer dans la fonction de départ et pas dans la fonction dérivée justement. Donc la fonction de départ, c'était cosinus de exponentielle moins x au carré. Donc ici, moins 0 au carré. Et avec un calcul pas très compliqué, on trouve cosinus de 1, qu'on peut écrire là. On n'hésite pas à en donner une petite valeur approchée si on veut, mais c'est pas nécessaire. Au passage, on voit que cette fonction elle est paire, puisque c'est clairement symétrique là par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction tend vers 1 à gauche et tend vers 1 à droite en plus l'infini. Donc ça, on aurait pu le remarquer dès le début en calculant par exemple f de moins x et en remarquant que c'est égal à f de x. Et on aurait pu, pourquoi pas, se contenter de faire l'étude de cette fonction uniquement sur la partie positive et de dire par parité de la fonction, on en déduit ce qui se trouve de l'autre côté.